et à tous et merci beaucoup de votre présence si nombreux pour ce nouveau rendez-vous de notre programmation d'été pour lequel j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir un nouvel éclaireur en la personne d'Yves Coppens. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre présence à Dialogue ce soir. Merci à vous. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes paléontologue, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie de sciences et de l'Académie de médecine, et vous avez été entre autres professeur au Muséum national d'histoire naturelle. La paléontologie est une science qui vous a passionné dès votre plus jeune âge, lorsque vous arpentiez le bocage breton à la recherche des vestiges néolithiques, gaulois, romains dans le Morbihan, dont vous êtes originaire. Et vous avez ensuite mené et participé à de nombreux chantiers de recherche, notamment en Afrique. Et vous êtes le découvreur mondialement connu de plusieurs fossiles humains célèbres, parmi lesquels on peut bien sûr citer Lucie, donc fossile d'Australopithecus afarensis, qui a été découverte en 1974 sur le site d'Adar, en Éthiopie. Et puis tout au long de votre carrière, vous avez été l'un des acteurs du développement considérable du savoir sur nos origines, mais aussi de la diffusion de ce savoir à travers des conférences, des interviews et de très nombreux ouvrages. On peut notamment citer Le genou de Lucie, mais aussi Préambule, Prétexte et Prélude, parus aux éditions Odile Jacob, ou encore plus récemment Devenir humain, qui est une coédition du Musée de l'Aube et des éditions Autrement. Tous ces ouvrages, ils fournissent des éléments de réponse aux trois grandes questions que vous allez aborder ce soir et qui sont celles que se pose l'homme depuis qu'il est homme, depuis qu'il est conscient, à savoir d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous. Alors, bien entendu, au cours de cette rencontre, nous allons nous intéresser à l'étude des premiers hommes et à ce qu'elle nous enseigne. Mais pour aborder l'histoire de l'homme, il est important de prendre du recul et de l'inscrire dans plusieurs autres histoires qui l'englobent, à savoir l'histoire de la vie, qui elle-même fait partie de l'histoire de la Terre, qui appartient à l'histoire de l'univers. Alors, quand commence cette histoire et comment pourrait-on caractériser son mouvement ? Merci beaucoup. Donc, c'est tout de suite une plongée dans le temps, plongée impressionnante dans le temps. D'abord, permettez-moi de vous remercier, de remercier Charles Kermarek, de remercier la librairie Dialogue, superbe librairie. Je m'y promenais et je m'y promènerai encore volontiers. Et merci d'être là. C'est toujours agréable d'avoir un grand public, un large public, et je n'en vois pas le bout. Donc merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici, je n'ai pas besoin de vous le dire. Je suis toujours très heureux de rencontrer des gens, d'ailleurs, toujours. L'histoire, oui, ce que je m'efforce de dire en début de conférence souvent, c'est que quand on me dit que ce que c'est que l'histoire de l'homme, pardon. L'histoire de l'homme, au bout de l'histoire de l'homme, comme l'homme est un être vivant, hein, on le sait bien, la carcasse, c'est important. Comme c'est un être vivant, il fait partie de l'histoire de la vie, c'est simple à dire. Et puis l'histoire de la vie, on dit qu'elle est née sur la Terre, ou en tout cas, même si elle a été ensemencée sur la Terre, elle est née dans le système solaire. Donc l'histoire de l'homme, c'est aussi l'histoire de la vie, l'histoire du système solaire. L'histoire du système solaire, c'est l'histoire d'une galaxie, la Voie lactée. L'histoire de la galaxie, c'est un peu l'histoire de l'univers. Donc, finalement, on se retrouve à 14 milliards d'années. Voilà. Alors, 14 milliards d'années, finalement, ça fait beaucoup, mais c'est pas terrible. Mettez des euros au bout, vous verrez qu'il y a des trous dans le budget de l'État et de bien des États du monde qui sont pires que ça. Et 14 milliards d'années, apparemment, c'est le chiffre auquel on est arrivé aujourd'hui. Alors, pour vous amuser, je connais bien l'Américain qui s'appelle John Mather, qui est un grand type charmant, très gentil, et qui m'a dit un jour, voilà, c'est moi qui ai calculé l'âge non pas l'âge de l'univers, mais l'âge de la perception de l'univers. Et j'ai eu un premier chiffre qui était de 13 milliards 5, et puis un deuxième chiffre qui était de 13 milliards 9. Alors j'ai dit 13 milliards 7, puis j'ai pas recommencé. Donc vous voyez, c'est 13 milliards 700 millions d'années. Donc si on dit 14, on n'est pas trop dans l'erreur, quoi. Et puis 14 milliards pour des milliards, ça nous suffira. Et avant, je trouve ça très très joli lorsque l'on consulte des astrophysiciens lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent du début de l'univers.
ils disent bien sûr que 14 milliards d'années, c'est le début de notre perception de l'univers, mais que le début de l'univers, l'origine de l'univers, on ne la connaît pas, et que c'est une question ouverte. Alors retenez bien ça, c'est formidable. Lorsqu'un scientifique vous dit c'est une question ouverte, ça veut dire qu'il n'a rien compris, qu'on n'a rien compris. Et quand on demande, on parle de Dieu souvent. Et alors, et Dieu, ben, c'est une question ouverte. Là, on est tranquille. Pas plus de nous que vous, on sait à quoi s'en tenir, donc c'est une question ouverte. Donc ça laisse quand même, c'est pas une question fermée, hein, ça laisse tout le champ possible pour penser ce que l'on veut. Et l'origine de l'univers, ben, mine de rien, on y travaille. Et bien des... Ah si, c'est Lucie, tiens, vous me la passez. Oui, donc le début de la perception de l'univers, c'est 14 milliards d'années. Et ce qu'il y a de très intéressant à ce moment-là, moi je trouve ça fantastique. Toute cette histoire, je la trouve fantastique de toute manière. J'y ai consacré les 83 premières années de ma vie. Et le côté fantastique, c'est que dès que l'on perçoit la matière, elle est extrêmement simple, extrêmement chaude, extrêmement dense, extrêmement désordonnée, très désordonnée. À partir du moment où elle aperçoit 14 milliards, elle s'organise. Elle se complique et s'organise, se complique et s'organise. C'est formidable, hein, comme une espèce d'obsession. Obsession comme une loi universelle. Que ça veut dire, j'en sais rien. Hein. Il n'y a pas de message dans mon discours, mais c'est un constat. Et cette matière, elle s'organise. C'est-à-dire qu'au début, on a affaire à des quarks qui sont tout petits et qui sont, comme je vous le dis, là, extrêmement simples, extrêmement désordonnés, etc. Et ils se compliquent et ils deviennent des particules, qui se compliquent, qui deviennent des atomes, qui se compliquent, qui deviennent des molécules. Donc on est dans ce schéma-là. Et ça veut dire que l'histoire que l'on raconte, cette histoire-là, a un sens. Et comme elle a un sens, elle a du sens. Ha, pas mal, hein? Bon, voilà, je finis. Alors donc, oui, on voit ce mouvement de... Non, je continue un tout petit peu. De cette histoire. Parce que il se trouve que la Voie lactée est donc une de ces grandes formations de l'univers. Enfin, c'est une des formations parmi les milliards. Hein. C'est une galaxie parmi les milliards. Et dans cette Voie lactée, il y a un certain nombre de planètes, bien sûr, et un certain nombre de soleils. Et les soleils sont des étoiles. Les soleils sont des étoiles. C'est-à-dire que notre soleil est une étoile. Et autour de cette étoile, il y a plein de poussière qui n'a pas réussi à être accrétée. C'est un mot savant qui veut dire que le soleil n'a pas réussi à s'en servir pour se fabriquer. Et ce qui n'a pas été accrété, ça se balade sous la forme de ce qui a pu se former à ce moment-là, c'est-à-dire des comètes, des planètes, des météorites, des machins, les astrophysiciens, moi je les aime bien, ils appellent ça des objets. Donc il y a plein d'objets. Il y a plein d'objets autour du Soleil qui est donc une étoile. Et parmi les objets, il y a la Terre. C'est un objet. Et cette Terre, elle se trouve à 150 millions seulement. Vous vous rendez compte? Vous voyez, ça ne sont pas des années, ce sont des kilomètres. 150 millions de kilomètres, ça va pas loin. Hein. Paris-Brest, c'est déjà loin, mais 150 millions, ça fait un petit peu plus, mais à peine. Et 150 millions, mine de rien, ça veut dire que comme le Soleil a une masse, notre étoile a une masse, et puis la Terre a une masse, et 150 millions de kilomètres entre les deux, ça veut dire que l'attraction, la gravitation est telle et suffisante pour que, autour de notre planète, elle est assez grande, l'eau et le gaz se maintiennent. C'est pour ça que l'eau se maintenant, on a des océans, et que le gaz se maintenant, on a une atmosphère. Autrement, quand c'est trop petit comme Mars, tout ça, c'est parti. Quand c'est trop près comme Vénus, tout ça, c'est brûlé. Donc, Vénus est trop chaude et Mars, forcément, hein, pardon. Et Mars est trop froid, forcément aussi. Mais la Terre est enfin, je ne veux pas dire au bon endroit, hein, parce que de toute façon, ce serait prendre un parti pris, et bien sûr que tout ça s'est fait au hasard. En tout cas, il se trouve que sur la Terre, cette même obsession de l'univers
a fait que la matière s'y est compliquée à organiser, compliquée à organiser. Dans l'eau, sur la Terre, les molécules sont devenues des cellules. Et les cellules sont devenues des petits objets entourés d'une membrane avec un intérieur et un extérieur. C'est nouveau, hein, un intérieur et un extérieur. Mine de rien, ce n'était pas le cas des molécules ni des atomes. Et ces cellules-là ont été dotées du pouvoir de reproduction. Donc, elles se sont reproduites et elles ne se sont pas privées de se reproduire. Et on entre de la matière inerte, qui n'est pas si inerte que ça, à l'histoire de la matière vivante. Et cette matière vivante, sur la Terre, née sur la Terre, dans l'eau sur la Terre, elle a 4 milliards d'années. Vous voyez, ça commence à être plus abordable. C'est plus 14, c'est 4. Et cette matière-là, elle continue à avoir le même paradoxe, plus compliquée et mieux organisée, mais en plus, elle est devenue beaucoup plus diversifiée ou diversifiable. Elle devient très diverse en fonction des environnements. Et en plus, cette diversité, toujours le paradoxe, elle est contrôlée par quoi? Par l'hérédité. C'est-à-dire que la nature est tout à fait inventive. Elle fait des formes tout à fait extravagantes, des formes à la fois aujourd'hui aussi bien de virus que de microbes, de végétaux, d'animaux et d'humains. Mais cette diversité, elle est toujours contrôlée par la génétique, c'est-à-dire contrôlée par l'hérédité. Donc il y a un premier paradoxe de plus en plus compliqué, de mieux en mieux organisé. Excusez-moi, je suis malade. C'est vrai en plus. Deuxième paradoxe, de plus en plus diversifié, mais je suis médecin aussi, de plus en plus diversifié, mais de mieux en mieux contrôlé, Et puis, dans cette obsession de la nature, cette fois pour la conservation de l'espèce, obsession de la nature pour conserver l'espèce à tout prix, on arrive à 3 millions d'années, et on va y venir, avec l'émergence de l'homme. Et l'émergence de l'homme ajoute à cette histoire de matière inerte, matière vivante, une matière pensante. Et l'obsession de la nature pour se compliquer et s'organiser, qui est devenue une notion de obsession de la nature pour conserver à tout prix l'espèce, elle se transforme, si on peut dire, en obsession de la nature pour conserver non seulement l'espèce, mais l'individu, la personne. Et ça, c'est caractéristique de l'humanité. On a tous une personnalité, une individualité, une spécificité, et chacun est différent de chaque autre. Et donc, il y a cette obsession de la nature dont le relais est pris par la médecine. C'est pour ça que je tousse, mais je me soigne, merci. Donc, il y a un transfert de cette obsession pour conserver l'espèce à une obsession pour conserver l'espèce, toujours, l'espèce sapiens en l'occurrence, et pour conserver la personne. Donc, cette fois, troisième paradoxe, j'arrive. De mieux en mieux organisé, de plus en plus compliqué, de plus en plus diversifié, mais de plus en plus contrôlé, et puis de plus en plus libre, mais de plus en plus responsable. Libre et responsable. C'est pour ça que la liberté de la presse, on est bien placé ici pour en parler, c'est formidable, et bien sûr que j'adhère, bien sûr. J'espère être humaniste par excellence, mais il ne faut pas oublier la responsabilité aussi. Et la responsabilité de la presse aussi. Merci. J'ai fini une deuxième fois. Merci beaucoup. Alors, on va bien entendu revenir à l'homme, mais avant ça, j'aurais voulu vous poser une question sur le vivant, parce qu'à partir du moment où le vivant apparaît, une des caractéristiques des êtres vivants, c'est qu'ils sont intrinsèquement liés à leur milieu, à leur environnement. Alors, comment est-ce qu'ils interagissent, les êtres vivants et leur environnement, et comment est-ce que l'étude de l'environnement peut-elle nous éclairer l'étude de l'évolution de l'environnement peut-elle nous éclairer sur l'étude de l'évolution du vivant? Oui, comme vous savez, j'en ai parlé un tout petit peu,
La nature est donc extrêmement diversifiée. Et quand on fait de l'histoire naturelle, des sciences naturelles, on est très impressionné par cette extravagance de la nature, par cette manière dont elle bricole, et dont elle bricole de façon quelquefois tout à fait inattendue, et quelquefois de façon un peu bancale, un peu branlante, un peu curieuse. Mais enfin, elle se débrouille toujours pour survivre. C'est toujours l'obsession de survivre, de survivre, de survivre. Et l'essentiel de cette transformation, c'est évidemment l'adaptation. Et l'adaptation au milieu, parce que un être vivant n'est vivant que s'il est dans un milieu. C'est le couple être et milieu qui fait l'unité, hein, évidemment. La preuve, c'est que quand on est dans l'espace, il faut des scaphandres, parce qu'autrement, on ne vivrait pas très longtemps. Donc il faut vraiment que l'être vivant soit dans un environnement et que l'ensemble fasse l'unité pour que ça marche. Et dans cet environnement, on est en équilibre. Donc l'être vivant est en équilibre dans son milieu et tout va bien. Et puis tout d'un coup, le milieu change. Et comme le milieu change, qu'est-ce qui se passe? L'être en question, il est en déséquilibre. Et pour récupérer un équilibre, parce que toujours il y a cette obsession de survie, eh bien, il va évoluer. Et l'évolution, c'est l'adaptation au nouveau milieu. Et il se trouve que cette adaptation au nouveau milieu se fait par sélection naturelle, je pourrais en parler. Et cette sélection naturelle, elle se fait, dans la mesure du possible, vers la meilleure adaptation au nouveau milieu. Et ça marche ou ça ne marche pas. Pour un paléontologue, moi j'ai travaillé dans le sud de l'Éthiopie en particulier. Mais en particulier dans le sud de l'Éthiopie, je dis en particulier parce que j'y ai travaillé 10 ans et j'ai récupéré 50 tonnes, 50 tonnes d'ossements. Quand on rapporte ça en France, je suis sûr que ce n'est pas facile de trouver un endroit pour les mettre. Oui. C'était FIP. Lorsque je suis rentré d'Éthiopie, c'était la radio FIP qui faisait un petit message en disant, avec les voix féminines charmantes, là, un peu les voix d'aéroport, Yves Coppin, s'est rentré d'Éthiopie, il a 50 tonnes d'ossements, il ne sait pas où les mettre. Et finalement, je n'ai trouvé que les sous-sols de l'école centrale à Châtenay-Malabry. Bon, enfin, peu importe. Donc, j'ai travaillé sur 50 tonnes d'ossements. Et 50 tonnes d'ossements, ça veut dire beaucoup d'ossements. Et ça veut dire beaucoup d'études, donc beaucoup de statistiques. Je n'ai pas fait les études tout seul, hein. Chaque spécialiste s'occupait de son secteur. Et ça permet des statistiques. Et les statistiques ont montré tout à fait clairement qu'un changement climatique avait été à l'origine de l'homme. Et ce changement climatique, bien sûr, a été à l'origine de nombreuses espèces, parce que tout l'écosystème, à ce moment-là, tout l'écosystème d'avant 3 millions d'années, a été confronté avec ce changement climatique. Donc il a fallu réagir. Obsession de conservation de l'espèce, hein. Il a fallu absolument réagir. Et toutes les espèces ont réagi pour s'adapter, pour survivre. Et ce que je vous disais, c'est que pour le paléontologue, c'est quelquefois très attachant de voir que certaines espèces ont réussi et que d'autres ont raté. Il y a des espèces qui s'effondrent, qui s'éteignent, quoi. On voit que le mastodonte qui mangeait des feuilles n'a plus de feuilles, donc il se met à manger de l'herbe. Pour manger de l'herbe, il lui faut des dents plus solides parce que l'herbe use plus les dents que les feuilles. Et donc il a des cuspides à ses dents qui poussent, cuspides anormaux, supplémentaires. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, puis un beau jour, ça pousse mal. Puis un beau jour, l'espèce de mastodonte s'éteint. Et il n'y a plus de mastodonte depuis ce moment-là. Donc c'est très impressionnant parfois de voir que la nature réussit ou rate. Et c'est très impressionnant de voir que l'homme a passé ça avec brio et il a bien réussi. La preuve, regardez Charles Kermarek. J'espère qu'il n'est pas là, non? Ou qu'il n'est pas là. Et l'homme a réussi avec brio il y a donc environ 3 millions d'années, la naissance donc, du genre Homo. Alors, qu'est-ce qui le caractérise, ce genre Homo? Et qu'est-ce qui fait, comme vous l'écrivez, que l'homme est homme dès qu'il est homme? Oui, je pense que... enfin, ce que je vois dans mes travaux là, en Éthiopie, il se trouve que c'est dans l'Éthiopie que j'ai travaillé sur cette période
qui va de, en gros, 4 millions d'années à 2 millions d'années, si vous voulez. Donc un peu avant l'arrivée de l'homme, l'émergence de l'homme à 3 millions d'années, et puis 2 millions d'années, on est déjà bien dans l'évolution du genre humain. Donc le bon moment, quoi, le bon passage. Et j'avais ça en Éthiopie. Et c'est une chance hein, d'avoir eu ça là où je suis allé, parce que je n'en savais rien avant. Et il se trouve que les amis anglais qui fouillaient en Tanzanie ont eu des couches géologiques moins anciennes. Les fouilles que l'on a menées à Hadar, là on a trouvé Lucie, étaient plus anciennes. Et les fouilles que menait un collègue anglais au Kenya avaient juste un manque de sédiments à cette époque-là. Donc l'époque de 2 à 3 millions d'années, c'est l'époque fondamentale où apparaît l'homme. Et moi, je l'ai eu, cet endroit-là, parce que j'avais une belle illustration de sédiments. Les sédiments étaient bourrés de fossiles. Et les fossiles m'ont montré la manière dont le pré-humain, celui d'avant, devient humain, la raison pour laquelle il devient humain, le changement climatique, un assèchement, un coup de sec, au fond, un coup de chaleur, et la manière dont ça se passe. Alors je vois, encore une fois, je ne veux pas vous raconter l'histoire de mes 50 tonnes, mais je vois l'éléphant qui augmente la taille de ses dents, je vois le cheval qui change sa patte, augmenter les dents, on l'a déjà dit, c'est pour manger des herbes. Quand il n'y a plus de feuilles, hein, on mange ce qui reste. La patte du cheval, c'est pour courir plus vite, parce que quand on est en terrain découvert, les prédateurs vous voient beaucoup mieux et ils vont mieux courir vite pour s'en sortir. Et le bonhomme, c'est sa tête qui va changer. Et sa tête va changer vers un encéphale, je ne dis pas cerveau parce que c'est à la fois cerveau et cervelet, un encéphale beaucoup plus compliqué. Et cet encéphale beaucoup plus compliqué, il ne peut être fabriqué, il ne peut être formé à l'origine que pour la survie. Donc il ne peut être formé que pour échapper, trouver des stratégies meilleures, plus habiles, plus astucieuses, plus nombreuses, pour échapper à la prédation, pour échapper à la dent du carnivore. C'est toujours pareil. On est en terrain découvert. Le cheval court plus vite, l'éléphant mange autre chose. Et le bonhomme réfléchit mieux pour trouver des solutions pour ne pas se faire bouffer, quoi. C'est pas autre chose que ça. Et en l'occurrence, le fait d'avoir ce changement de tête, il a eu de la chance. Il aurait changé sa patte et ça aurait été autre chose. Il aurait changé ses dents. Il a changé ses dents d'ailleurs, mais ça a été autre chose. Mais changer sa tête, ça a fait toute l'histoire de l'homme. Et donc, il est passé à un niveau plus compliqué de cerveau, d'encéphale. Et ce niveau compliqué l'a fait accéder, mais ce n'était pas la destinée, l'a fait accéder à un autre niveau de conscience. Alors, on dit de façon assez simple, assez grossière, mais ça dit bien ce que ça veut dire quand même, c'est que l'animal, même le préhumain, Lucie par exemple, savait sûrement beaucoup de choses. Les petits chiens ou les petits chats que vous avez savent des tas de choses sûrement. Moi j'ai eu un petit singe très longtemps, enfin j'ai eu plein de bestiaux en brousse bien sûr, mais j'ai eu un petit singe très longtemps, il savait plein de choses. Mais nous, on sait qu'on sait. On sait qu'on sait, c'est-à-dire on peut anticiper. Hier, vous saviez que vous veniez m'écouter, donc c'était une projection dans l'avenir quand même. En général, le petit singe ne sait pas trop ce qu'il va faire le jour d'après. Hein. Il me semble. Quelquefois, il y a un petit peu d'anticipation et c'est plus une matière à ce moment-là quantitative que qualitative. On devient humain, mais on devient humain émanant du monde animal et on apporte beaucoup plus que n'avait le monde animal. Donc, ça devient tout à fait autre chose. Donc, ces bonhommes, le voilà. Et je disais en effet qu'il me semble, parce qu'ensuite, quand on continue l'histoire de l'homme, quand on poursuit son histoire tout le long de ces 3 millions d'années, il y a des changements, bien sûr, il y a beaucoup de changements, mais il n'y a plus de révolution. Il n'y a plus de grands coups comme le passage du préhumain à l'humain, de grands coups comme le passage de la matière à la vie. Donc, l'humain, le genre humain, doit apparaître, me semble-t-il, avec tout de suite.
C'est-à-dire, même si c'est élémentaire, il doit avoir tout de suite sa facette cognitive, sa facette intellectuelle, sa facette spirituelle, sa facette esthétique, sa facette éthique. Et c'est pour ça que de manière un peu facile, je dis l'homme est homme dès qu'il est homme. Alors, je vais vous raconter quelque chose de drôle. Enfin, pour moi, ça a été drôle. Je suis invité un jour au Vatican. Mais j'ai une femme, alors je n'ai pas pu être nommé cardinal. Hein. Donc, je suis invité un jour au Vatican, j'y vais, pour un colloque. Dans ce colloque, je raconte que, pour moi, scientifique, l'homme est apparu comme n'importe quel autre animal. Je le vois apparaître. J'ai vu sa naissance, donc je sais bien comment il est apparu. Et il est apparu au sein d'un écosystème comme n'importe quel autre animal de l'écosystème en question, de façon tout à fait naturelle et tout à fait facile à expliquer. Donc on sait où, on sait quand, on sait comment, on sait pourquoi. Et le chancelier qui était évêque me dit « Oh là là, vous vous rendez compte de ce que vous avez raconté? Vous savez où vous êtes ici ?» Je dis « Oui, mais je n'ai pas de complaisance à avoir. » quoi. Et alors ça lui a plu, il m'a réinvité. Et donc je suis retourné. Et cette fois-là, j'ai parlé de la contemporanéité de plusieurs espèces humaines. Il y avait certes un genre humain, mais il y avait plusieurs espèces humaines. Et même chose, à la sortie, il m'a dit oh, ça ne s'arrange pas. Ben, je dis, mais visiblement, ça l'amusait. C'est un évêque argentin, ça va de soi, hein. Chancelier, très très bien, hein, vraiment très, très intelligent, très astucieux et qui mène bien l'académie pontificale, qui n'est pas confessionnelle, d'un point de vue scientifique et de très bon niveau. Donc, il me réinvite. J'y retourne. Et c'est cette fois-là que j'ai dit l'homme est homme dès qu'il est homme. Il me dit ah, ça s'arrange. et finalement, un beau jour, j'en suis très fier parce que, quand même, c'est pas mal. C'est une académie de 80 membres. Et j'ai reçu par un mail un courrier électronique. Vous êtes désormais membre de l'Académie. Donc je suis au Vatican en plus. Et en plus, dans cette Académie, c'est moi qui représente l'origine et l'évolution de l'homme. Vous vous rendez compte ? Et quand même, ils prennent des risques. Alors, si on revient donc à la naissance de l'homme, dès qu'il naît, il prend conscience de lui-même, de l'autre, de ses besoins et de son environnement, et il va se rendre compte assez vite qu'il peut agir sur son environnement, et d'un environnement naturel va aussi naître un environnement culturel. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cet environnement culturel, des traces qui en attestent, et des conséquences que cela va avoir, qu'il va avoir? Bien sûr. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, excusez-moi, mais j'aime bien les histoires. Je voudrais finir l'histoire du Vatican. Parce que ça m'a beaucoup plu. Et puis ça va vous amuser aussi, parce que la Bretagne est mêlée à cette histoire-là. J'ai été intronisé, donc forcément, comme membre de l'Académie pontificale, hein, c'est tout. Et c'est le nouveau pape, là, François, qui m'a mis une grande médaille autour du cou, en or. C'est pas de l'or du tout, hein, mais enfin, c'est censé être en or. J'ai été d'ailleurs intronisé en même temps qu'une jeune femme qui était juive et de Jérusalem. Vous voyez que c'est vraiment toute confession confondue. Et je me dis, le pape, ça y est, je le tiens, je vais lui raconter une histoire. Alors je lui dis, écoutez, votre sainteté, je suis ici dans votre académie et je prêche l'histoire naturelle de l'homme, l'arrivée de l'homme de manière tout à fait naturelle et pas autre chose. Mais ma grand-mère maternelle, bretonne, m'a toujours dit, si toi, mon petit-fils, tu descends du singe, moi, sûrement pas. Donc j'ai dit au pape qui se gondolait, j'avais commencé en anglais et puis le chancelier m'a dit non, en français. Donc j'ai continué en français. Et je lui ai dit donc, si vous êtes pour moi ou si vous êtes pour ma grand-mère, je m'en fiche, c'est la même famille. Donc on en est resté là, quoi. Je ne l'ai pas revu après, je n'ai pas pu lui commenter l'histoire. Et alors, les copains qui étaient là à assister à cette intronisation m'ont dit, je ne sais pas ce que tu lui as raconté, mais d'abord, ça a duré longtemps, et ensuite, il s'est bien amusé. Voilà la fin de l'histoire. Donc voilà, il se trouve que le fait d'anticiper, en effet, le fait d'avoir ce cerveau un peu plus compliqué, a fait l'homme anticiper, et l'anticipation lui a fait forcément
envisager l'avenir, envisager au moins l'avenir à court terme. Et ça se traduit de façon superbe à ce moment-là par l'apparition d'outils fabriqués. L'outil fabriqué, c'est très important. Et c'est la seule fois dans la nature, des animaux utilisent des outils, emploient des objets comme outils, c'est vrai. Mais c'est la seule fois dans la nature où un être fait un outil de pierre au second degré. Au second degré, ça veut dire qu'il prend un caillou, il prend un autre caillou, il tape avec le premier caillou, avec le second sur le premier, et il va fabriquer une forme nouvelle. Ça aussi, d'ailleurs, c'est intéressant sur le plan symbolique, parce qu'il a une forme, il a une deuxième forme, et il va extraire de cette deuxième forme une troisième forme, qui est une création, et qui pour moi est déjà un symbole. Dans sa tête, c'est sûrement déjà rituel, c'est déjà un symbole. Et cette troisième forme, il va s'en servir pour un propos auquel il a pensé. Il fabrique ça peut-être pour rien, ce qui est encore mieux, mais quelquefois pour quelque chose. Donc il prévoit, il anticipe, et cette histoire-là, c'est évidemment tout ce que l'on appelle l'environnement culturel. Dans 14 milliards d'environnements naturels, tout d'un coup émerge l'environnement culturel. Et l'environnement culturel, ça va être le fait que l'homme se saisit de son environnement, et il se saisit de son environnement et pour l'étudier, pour essayer de le comprendre, pour essayer de s'en servir. Et il intervient sur son environnement depuis cette époque-là, depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis 3 millions d'années. Et c'est pour ça que ça m'agace beaucoup lorsque les écologistes, j'espère qu'il y en a dans la salle, on pourra bavarder d'ailleurs, que j'aime beaucoup, hein, parce qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme au bon moment, donc ils en ont fait trop, mais ça a servi à être un petit peu plus prudent qu'on ne l'était, vaguement, parce qu'on n'est pas encore trop prudent, mais enfin c'est intéressant. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'ils critiquent l'humanité. Il y en a qui disent c'est la faute de l'homme, c'est la faute de l'humanité. C'est vrai. Mais l'homme est apparu à une époque où il n'avait pas d'autre solution pour s'en sortir. Et n'ayant pas d'autre solution pour s'en sortir, il s'est saisi de ces solutions-là. Et donc, on ne peut pas le lui reprocher. Encore une fois, moi, je l'ai vu naître, l'homme. Donc, je peux vous en parler. Il n'avait pas le choix, il n'avait pas la transformation de sa patte, il n'avait pas la transformation de la même manière de ses dents, et il a eu la transformation de sa tête, c'est pas de sa faute. Donc il s'en est sorti comme ça, et bravo, et il s'en est sorti brillamment, puisque ensuite cette évolution culturelle n'a fait que se développer, que s'accroître, puisqu'elle arrive aujourd'hui au fait que je viens vous voir avec des vêtements sur mon corps, bien que je tousse, je viens vous voir avec un micro, avec une merveilleuse interlocutrice, je le pense en plus. Et puis un verre d'eau, je regrette que ce soit de l'eau, mais enfin. Vous savez, un jour j'ai dit ça et on m'a apporté une coupe de champagne. Non, je ne vous dis pas ça pour ça. Et en fait, comme j'étais concentré quand même, quand ce que je raconte, j'essaye de le raconter avec une certaine concentration. Et donc j'ai oublié le champagne et quand je l'ai bu, il était chaud, donc c'était pas après. Donc l'environnement, c'est notre monde et l'action sur notre environnement, on continue à l'agir, à le faire. Et on le fait bien, on l'a fait pendant des années. Sur 3 millions d'années, on l'a fait pratiquement 3 millions d'années, moins 200 ans, de manière durable. Et puis depuis 200 ans seulement, 200 ans, on pourra revenir là-dessus, mais depuis 200 ans, on est passé de quelques milliers d'individus il y a 3 millions d'années à quelques millions il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et puis à 1 milliard en 1815, il paraît, enfin au début du 19e siècle, à presque 8 milliards aujourd'hui. Donc en 200 ans, on est passé d'1 milliard à 8 milliards.
Et en 3 millions d'années, on était passé de quelques milliers à 1 milliard. Donc c'est d'un coup une exponentielle, c'est d'un coup une action sur l'environnement qui forcément ne devient plus durable, d'où l'angoisse d'aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'il faut en prendre conscience et essayer d'intervenir là-dessus, ça va de soi. Mais ne jetons pas la pierre à l'homme. Il a fait son devoir pour survivre, enfin il a fait ce qu'il a pu pour survivre. Il a réussi, bravo, et je salue l'humanité. Alors petit à petit, nous arrivons jusqu'à nos jours, jusqu'à notre époque. Et cette histoire que vous venez de nous raconter, qui est passionnante, on la connaît de mieux en mieux et de plus en plus précisément, et on est de plus en plus nombreux à la connaître depuis quelques décennies, depuis que de nombreuses sciences, parmi lesquelles la paléontologie et la paléoanthropologie, se sont considérablement développées. Alors, cette connaissance de notre passé, qu'est-ce qu'elle nous apporte? En quoi est-ce qu'elle est essentielle? Et dans quelle mesure est-ce qu'elle nous change, nous? Est-ce qu'elle peut changer notre esprit? Oui. Oui, d'abord un mot, paléoanthropologie, j'aime pas trop ce mot-là. Hein. Mais vous savez, il y a plein de paléontologie. La paléontologie, c'est l'étude des êtres qui ont été vivants et qui ne le sont plus, quoi, en gros. L'étude de toute la vie passée. Et forcément, il y a plein de paléontologie. Il y a une paléontologie animale, il y a une paléontologie végétale, il y a une paléomammalogie quand on étudie les mammifères, une paléoprimatologie quand on étudie les primates. On peut fabriquer plein de noms comme ça. Et paléoanthropologie, c'est l'étude des hommes anciens, tout simplement. Et c'est donc une spécificité, enfin, c'est quelque chose de très précis au sein de la paléontologie en général. C'est vrai que je la pratique, mais ce que j'ai appris, c'est vraiment la paléontologie en général. Donc, je préfère le terme générique, général de paléontologie. La paléontologie travaille beaucoup, c'est vrai, et elle travaille beaucoup et a fait beaucoup de progrès parce qu'elle a passé beaucoup d'alliances. Elle a passé beaucoup d'alliances avec les sciences physiques, ne serait-ce que pour dater les fossiles. Elle a passé beaucoup d'alliances avec les sciences chimiques pour comprendre non pas seulement ce qui restait, c'est-à-dire souvent pour les vertébrés et l'os, mais l'intérieur de l'os, les tissus, et puis l'intérieur des tissus, c'est-à-dire les différents isotopes des différents éléments chimiques, et puis l'intérieur même avec l'ADN. Et aujourd'hui, on a eu un superbe développement de la paléogénétique, qui est aussi une sorte de paléobiologie, si vous voulez. Ça aussi, ça existe, la paléobiologie. Et souvent, la paléontologie, dans certains pays, s'appelle paléobiologie. Donc, c'est une science qui se développe par elle-même, mais avec beaucoup d'alliances et beaucoup de débats, avec beaucoup de sciences alentour. Et ça se développe forcément d'autant plus vite. Alors, en quoi c'est important? Évidemment, je vais prêcher pour ma chapelle, Saint-Pierre. C'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Toutes les sciences du monde, tous les grands proverbes du monde vous diront qu'il faut comprendre le passé pour avoir une idée de ce qu'est le présent et puis une petite perspective, une petite prospective sur l'avenir. Les Africains, c'est un proverbe sénégalais, je crois, qui dit si tu ne sais plus où tu vas, arrête-toi et regarde d'où tu viens. C'est joli, hein? C'est une manière de justifier, si vous voulez, toute l'histoire de la paléontologie. Mais en quoi ça nous a changé? J'en sais rien, puisque j'ai jamais travaillé sur l'histoire de l'histoire, finalement, l'histoire de l'histoire des sciences. Mais enfin, l'histoire de l'homme, qui est l'histoire des sciences. Mais je suis persuadé que depuis un certain nombre d'années, moins de 2 siècles, le fait d'avoir la notion de temps, la notion de la profondeur du temps, la notion de l'ancienneté de l'homme, mais en même temps de l'ancienneté relative de l'homme, au sein du monde vivant, au sein du monde inerte, cette profondeur du temps nous a apporté quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui fait que
il y a ces personnes pour venir écouter mes histoires, par exemple. Et d'autre part, ça relativise, encore une fois, ça met l'homme à sa place. L'homme, il a une place fantastique, essentielle, mais il n'a que cette place-là, et cette place-là, elle est au sein de beaucoup d'autres choses. Et on a pris encore un peu mieux conscience du fait que notre petite planète n'était pas grand-chose, on le savait, mais quand on sait les choses comme ça dans le vague, c'est pas la même chose que lorsque on s'en va dans l'espace et qu'on voit la Terre d'en haut. Ça doit être très impressionnant quand même, de voir cette petite boule de rien du tout. Enfin, je ne peux pas être désagréable vis-à-vis de la Terre. Bon, enfin, c'est une petite boule quand même. Et de voir que pour le moment, on est là-dessus et puis c'est tout. Albert Jacquard me disait, on est assigné à résidence. Je dis non, non, Albert, on va aller se balader ailleurs. Il me dit, si, si. Alors on se bagarrait, du coup, on a fait des conférences un peu trichées comme ça, où à chaque fois, il me disait, on est assigné à résidence. Non, Albert. Et dans une certaine mesure, quand on fait actuellement le tour de la Terre, on arrive à le faire. Je connais bien Claudia Duré, elle me dit en 90 minutes, on a fait le tour. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. 1 heure et demie, on a fait le tour. Vous voyez, il me faut plus de temps pour venir de Paris. Là. Et donc, ça doit être très impressionnant. Moi, j'ai été volontaire, mais ils ne m'ont pas encore pris pour aller faire un petit tour dans l'espace. Et ça doit être très, dans une certaine mesure, angoissant de voir que l'humanité, l'homme, toute l'histoire que je vous raconte, elle est là limitée à cette petite boule. On a beau chercher la vie ailleurs, pour le moment, on ne l'a pas trouvée. On va la trouver sans doute. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Donc, c'est une aventure qui s'est faite sur une planète, autour d'une étoile, dans une galaxie comme il y en a des milliards. Et c'est pas grand-chose, quoi. Alors, en même temps, c'est pas grand-chose et c'est immense. C'est à la fois un petit, je l'ai dit aux journalistes du Télégramme que j'ai eu hier, on est à la fois un petit mammifère, un petit primate de taille moyenne, pas aussi gros que les gorilles, mais plus gros que les ouistiti. Et donc, pas grand-chose sur une planète comme il y en a beaucoup, autour d'une étoile comme il y en a plein, dans une galaxie comme il y en a des milliards, ça fait pas lourd, quoi. Et puis à côté de ça, dans notre connaissance actuelle, on est porteur. Il n'y a que jusque-là, hein. Tout le reste, c'est fait pour porter ça, juste pour porter ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, là? Juste ça, là. Et juste ça qui fait que vous m'écoutez aujourd'hui, qui fait que j'essaye de raconter des histoires aujourd'hui, peut-être toutes fausses d'ailleurs, hein. Mais c'est juste ce petit morceau-là qui est, pour le moment, l'organe, enfin, l'élément, la chose la plus compliquée qui soit de toute l'histoire de l'univers. Ah, quelle responsabilité, hein. Regardez, regardez. Je pense et je compense. Il y en a qui ont fait mieux. Ils m'ont envoyé des poèmes en disant « Copain, ça rime avec sa pièce ». C'est chouette, non? Finalement, quand on repense à toute cette histoire que vous venez nous raconter, on s'aperçoit qu'on est dans un monde qui n'a cessé de se transformer de manière imprévisible, mais toujours selon les mêmes lois physiques. Est-ce que le fait d'avoir cette évolution du monde à l'esprit peut être rassurant, peut nous permettre d'être plus sereins face aux grands changements, aux grandes transformations qui adviennent ou semblent sur le point d'advenir aujourd'hui? D'abord, il me semble, quoi. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout un exemple ni un modèle, mais je suis tout à fait rassuré et très optimiste pour l'avenir. En ce qui me concerne face au changement climatique actuel, je ne cesse de dire que les changements ont lieu tout le temps. Vous avez bien vu. Depuis les quarks n'ont pas été foutus de tenir longtemps. Ils sont tout de suite devenus des particules qui ont tout de suite été intégrées à des atomes, etc. Donc tout change tout le temps. Tout change tout le temps. Donc évidemment, ça changera encore dans l'avenir. Et ce changement actuel n'est qu'un changement parmi d'autres. Il se trouve que Jacques Chirac m'a sollicité pour écrire la charte de l'environnement. C'est moi
ne suis pas écolo du tout, qui a écrit la charte de l'environnement. Et je lui disais, Monsieur le Président, il n'y a rien de plus banal qu'un changement climatique. Il me disait, ah ben, ne me dites pas ça, ne me dites pas ça. Donc j'ai écrit ma charte quand même sérieusement. Ceci dit, bien sûr que lorsque vous parlez avec des géologues, leur travail n'est pas de voir si ça a changé, c'est de voir quel est le rythme du changement, dans quel sens ça a changé, quels sont les facteurs qui ont fait que ça a pu changer. Et souvent, ce ne sont pas des facteurs terrestres, ce sont des facteurs cosmiques, c'est-à-dire qu'on renvoie la balle, si je puis dire, à la galaxie et puis à l'univers. Le fait que ça réchauffe, c'est peut-être parce qu'il y a des histoires qui se passent sur le Soleil, où il y a souvent des éruptions nucléaires importantes. Et puis le fait aussi que la manière dont la Terre tourne autour du Soleil fait qu'on est plus ou moins proche ou plus ou moins éloigné du Soleil. Enfin, ça joue plus le fait que l'humanité, comme je vous l'ai dit, ayant ce grand saut démographique, n'arrange pas les choses, c'est certain. Mais tout change tout le temps. Et tout change tout le temps, vous l'avez suggéré un peu, c'est ça qui est extraordinaire, dans des lois physiques qui apparemment depuis 14 milliards d'années n'ont pas changé. Et c'est pour ça qu'on y comprend quelque chose, c'est que les lois physiques sont les mêmes. Il n'y a pas de problème, elles n'ont pas bougé. Donc dans des lois stables, les changements, on les voit d'autant mieux. Et si je suis serein, si j'ose dire, cuit. Excusez-moi, oui. Je suis pas sérieux, mais à mon âge, on peut se permettre, je pense. C'est probablement parce que ce changement est forcément pas bien perçu, parce qu'on a l'habitude d'être dans un certain monde, et dès qu'on change de monde, ça devient incertain. Donc on préfère le confort, la sécurité, le confort de la sécurité d'ailleurs, le confort de ce que l'on connaît, à l'inconfort de ce qu'on ne connaît pas encore. Et j'ai eu un article à faire récemment qui devrait être sorti, mais je ne l'ai pas vu, dans un journal américain, enfin peu importe, mais et on m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Voilà, c'était la question. Alors il y avait un type par pays, je suis fier d'avoir été pris pour la France, ils ne se sont pas rendus compte. Et j'ai appelé mon article « Le syndrome de ma belle-mère ». Je ne sais pas si ça leur a fait plaisir ou pas. Et heureusement que ma femme n'est pas là. Et ma belle-mère est charmante. Hein. Elle a 85 ans, elle est très gentille, mais elle est comme les gens de son âge, enfin beaucoup de gens, une majorité de gens de son âge, je suppose. Elle commence toutes ses phrases par « avant ». Et avant, c'était beaucoup mieux, quoi. Alors j'ai beau lui dire « avant, c'était différent ». C'était bien, mais c'était différent. Aujourd'hui, c'est différent. Et demain, ça sera encore différent. Donc, on ne peut pas dire c'était mieux pour certaines choses peut-être, mais pour d'autres, sûrement pas. Donc, avant, pour moi, c'est le syndrome de ma belle-mère. Et je dis souvent, moi qui ai vécu avec Homo erectus il y a 1 million d'années, ces gens-là, au moment où certains ont réussi à maîtriser le feu, toute une partie de la population a dû se dire c'est épouvantable. Ils vont brûler la planète, c'est effrayant. Et le syndrome des belles-mères du Pithecanthrope, ça a dû être pareil. Hein. Ils ont dû dire avant on était tranquille. Vous savez, il y a un auteur anglais qui s'appelait Lewis, je ne sais plus son prénom, et qui a écrit Pourquoi j'ai mangé mon père. C'est un très joli petit livre, tout à fait foutoir hein, sur le plan scientifique, sur le plan chronologique, il n'y a rien de sérieux dedans. Mais je ne l'ai pas vu, ce monsieur, mais je lui ai téléphoné. Et il était déjà âgé, il m'a dit, j'ai eu un accident cérébral, je ne peux plus bouger, j'aurais bien voulu venir à Paris, mais non, du coup, je ne l'ai pas vu. Mais il était charmant, je voulais lui dire que son bouquin était extraordinaire. Et dans ce bouquin, il y a un tonton qui dit « Back to the trees ». Vite, retournons aux arbres, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de marcher debout et de marcher à terre. Back to the trees, retournons aux arbres. C'est tout à fait ça, quoi. C'est la même chose. C'est le syndrome de ma belle-mère. Donc, ce que...
Ah, merci, merci Roy, oui. Merci beaucoup. Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas plus que vous sur l'avenir. Et je suis inquiet comme quelqu'un de normal peut l'être aujourd'hui avec les manipulations génétiques, les manipulations atomiques, toutes les transformations dont on devient capable avec un petit peu d'apprenti sorcier dans l'affaire parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. J'ai vu récemment la possibilité, c'est formidable, comme on décrypte désormais l'ADN, on peut arriver à situer certaines anomalies et donc découper l'ADN et puis le recoller, quoi, en quelque sorte. Comme on faisait dans le temps quand on montait les films, vous savez. On coupe la pellicule, on enlève un morceau, puis on recolle. Et c'est sûrement réalisable. En même temps, ça fabrique des gens un peu différents de ce que faisait la nature. Ceci dit, je ne veux pas du tout avoir le même syndrome. Donc ça ne me fait pas peur, mais enfin, l'avenir a toujours inquiété quiconque. Hein. Et cette maîtrise aujourd'hui qu'a de plus en plus l'homme fait qu'en effet, ça peut être dangereux. La maîtrise de la radioactivité, ça a été la même chose. Hein. Mais la radioactivité a permis des choses extraordinaires. En médecine, c'est tout à fait extraordinaire. Et en même temps, elle a permis l'autre aspect qui est cette série en chaîne de l'atomisme qui a fait les bombes avec un rendement, comme on disait dans l'armée, extraordinaire. J'ai fait mon service militaire comme tout le monde. Et je l'ai fait dans le génie. Merci. C'est pas de ma faute. Hein. J'étais volontaire pour la coloniale, pour l'armée, pour l'Afrique. Et puis on m'a mis dans le génie. Bon. Enfin, j'ai fait 18 mois dans le génie et en France en plus. Et j'ai été chargé d'un certain enseignement à ce moment-là. Et le colonel était venu me voir et je disais, la bombe atomique a fait 40 000 morts, mais avec la bombe H, on va avoir un rendement bien meilleur. Ah, il me disait, ça c'est bien, c'est bien. J'ai eu de bonnes notes dans l'armée. C'est épouvantable. Donc, voilà ce que je pense sur le rôle, l'importance de cette discipline. Et l'importance sur cette discipline, encore une fois, qui en gros permet de mieux comprendre notre place. Et quand on regarde aujourd'hui la littérature a bien intégré à la longue cette notion de temps, cette notion d'ancienneté de l'âme, cette notion de préhumanité, cette notion d'évolution, cette notion de changement, je pense. Et à la longue, on ne s'en rend pas compte, mais à la longue, ça transforme aussi la conception des choses et la fabrication des cerveaux et la manière dont on envisage d'une certaine manière le monde, l'univers, le temps actuel, le passé et le futur. Bien, merci beaucoup Yves Coppens. Alors peut-être que des personnes dans le public ont des questions à poser. Sur le pape, allez, sur le pape. Je suis désolée, mais sur le langage. Comment je me dis que pour une fois, il est plus facile de répondre à la question de pourquoi le langage pour l'économie, pour tout type d'échange humain. Mais ma question, c'est comment est apparu le langage. Bien sûr qu'il est apparu peu à peu, mais à l'heure il est des bribes de mots, des onomatopées. Je ne peux pas répondre à ces questions. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose? La question, c'est surtout sur le... Oui, d'accord. Oui. Comme vous le savez bien, les êtres vivants communiquent. Et tous les êtres communiquent. Et c'est bien connu, par exemple, que les insectes communiquent par phéromones, c'est-à-dire par des émissions de certains produits dans la nature qui font que
les gens enfin les êtres de la même espèce sentent ces émissions particulières et qui ont une signification, qui sont des messages. De la même manière, moi j'ai vécu un petit peu dans les forêts africaines, j'ai vu les chimpanzés, et les chimpanzés communiquent quand ils se rencontrent par modulation et de façon étonnante parfois pour avertir le groupe qu'il se passe quelque chose en tapant sur des arbres. Ils donnent des grands coups sur les arbres qu'on entend de loin et qui sont des signes, des informations pour le groupe. Donc la communication, elle est partout. Hein. La communication, elle est chez tous les êtres vivants. Et cette communication, chez les préhumains, devait être modulée. Et puis, il se trouve que chez les humains, voilà que cette communication est articulée. Alors, on en était là lorsque un ami de New York, qui s'appelle Jeff Lettman, a réalisé que la base du crâne, la base osseuse du crâne, était en liaison avec la position du larynx. Le larynx ne se fossilise pas, donc on ne savait pas où était le larynx, on ne savait pas quelle était la position du larynx. On le sait dans l'humain d'aujourd'hui, le larynx descend, il est en position haute chez l'enfant, chez le bébé, et puis il descend petit à petit, créant cette caisse de résonance entre les cordes vocales et la bouche, laquelle bouche a un palais profond et une symphyse, c'est-à-dire la partie antérieure de la mâchoire inférieure mince, ce qui donne une langue libre. Et tout ça combiné, plus évidemment le cerveau qui agit en même temps, tout ça combiné fait que le langage de modulé devient articulé. Et ça change évidemment beaucoup de choses. Or, on n'était pas capable de voir ça en tant que paléontologue. Et puis, grâce à ce monsieur, on s'est aperçu que la descente du larynx n'était qu'un événement tout à fait récent. C'est-à-dire que les préhumains avaient un larynx haut. Et tous les vertébrés ont un larynx en position haute. Et ce n'est que chez les humains que petit à petit, on voit le larynx descendre, donc que les conditions mécaniques, les conditions, je dis bien, matérielles du langage articulé se mettent en place. Alors évidemment, pour que ça se mette en place et que l'homme s'en serve, il faut qu'il ait quelque chose à dire. Moi, je suis sûr qu'il avait plein de choses à dire tout de suite. Et il faut évidemment, dans le crâne, dans la tête, dans le cerveau, qu'une aire du langage s'organise, s'arrange, s'installe. Et il y a la fameuse aire de Broca qui est dans la partie frontale, mais il y a aussi d'autres aires comme l'aire de Wernicke, enfin, etc. Il y a plusieurs aires qui sont liées au langage et que l'on croit voir, mais ça je me méfie un petit peu, parce que le cerveau ne se conserve pas. Donc on croit voir, d'après le développement de la cavité qui contient le cerveau, que ces zones-là se sont développées en même temps. Ça c'est difficile à dire. Mais en tout cas, on voit que le larynx descend et installe donc cette caisse de résonance avec le premier homme, avec l'Homo habilis. Autrement dit, le premier homme, Homo habilis, 3 millions d'années, a l'air d'avoir acquis les capacités pour passer du modulé à l'articulé. Du modulé à l'articulé. Alors, je vais vous raconter une histoire comme j'ai l'habitude d'en faire. Un journal que vous connaissez bien, c'est Ouest France. C'est pas le Télégramme, hein, c'est Ouest France. C'est pas de ma faute. Mais lorsque j'ai trouvé mon premier crâne humain, c'était au Tchad. Je l'ai appelé Tchadanthrope, ce qui n'est pas très malin, l'homme du Tchad. Et c'était en 61. Et je l'ai appelé Tchadanthrope en 65. Donc ça doit être un Ouest France de 1965. Et le gros titre, bien gras, c'était « Yves Coppens a trouvé un crâne en excellent état de conversation ». Voilà l'origine du langage, vous voyez. Hélas, hélas.
Oui, bonjour, monsieur Coppens. J'ai 3 questions à vous poser, si ça ne vous ennuie pas. Ah, sûrement pas, non. L'univers est en expansion. La population est en expansion. Que deviendrons-nous dans, par exemple, 1000 ans, si tout est en expansion, alors que la Terre se réduit par le raps des marées? Alors, je réponds tout de suite. L'univers est en expansion, en effet. C'est d'ailleurs une histoire très intéressante, hein, et en expansion accélérée. Elle est de plus en plus en expansion. C'est impressionnant, non? Ça, je comprends le syndrome de ma belle-mère, là. Et on ne sait pas, en plus, les astrophysiciens ne savent pas quelle est l'énergie qui fait que c'est en expansion. Alors, on met ça c'est commode aussi. On met ça sur le compte de la matière noire qu'on ne connaît pas, et ce serait cette matière noire qui aurait l'énergie adéquate pour entraîner cette expansion extravagante que l'on mesure, comme vous savez, d'après les raies de lumière des différents astres que l'on peut repérer. et étoiles, bien sûr. Donc, d'une part. D'autre part, l'humanité, en effet, est en croissance et en croissance démographique exponentielle. Moi, je crois beaucoup qu'on va aller s'installer ailleurs. On va aller s'installer sur d'autres planètes. Alors, c'est pas mûr encore. On en est encore à l'exploration. On connaît un petit peu la Lune. La Lune, on peut très bien y installer une atmosphère. Hein. Vous me confiez de la chose, moi, je vous le fais. Alors, sur Mars, moi, j'ai un collègue qui s'appelle Rocard, qui est un des fils de Michel Rocard, et qui étudie les voyages, enfin, qui prépare les voyages sur Mars. Et le premier est réglé. On sait déjà le temps que ça va prendre. Je crois que c'est très long pour y aller, ça doit être 6 mois. Et cela, il va rester juste un jour, cela, et puis revenir. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Et alors, le deuxième voyage, au contraire, c'est un voyage où le séjour sera beaucoup plus long. Mais c'est amusant parce que pour ces gens-là, c'est déjà une réalité, quoi. Ils savent déjà ce qu'ils vont, quand ça va se faire, comment ça va se faire, etc. Donc, peut-être que c'est une solution, mais c'est évidemment un petit peu vague. Mais alors que la Terre se rétrécisse, non. La mer en ce moment monte, c'est vrai. Ah oui, vous voulez dire les terres, les continents. Oui, ça c'est vrai. Oui, la mer monte, mais elle a monté 1000 fois. Hein. Que dis-je, des centaines de milliers de fois. Elle est montée, descendue, remontée, redescendue. Vous avez raison, elle monte. Elle monte, c'est incontestable. Et non seulement elle monte, mais ce que les écolos... La côte est grignotée aussi. Ah oui, oui. Par exemple, le Groenland, que je connais un peu, fond. Et c'est parti. C'est-à-dire que même si on réduit notre CO2, il y a une telle inertie que ça va fondre. Donc, quand vous avez 3000 mètres de glace sur une telle île, ça va faire monter l'eau, ça c'est sûr. Que la banquise se réduise, on s'en fiche un peu, parce que c'est de l'eau de mer. Donc, il y a un petit peu de glace, puis il n'y a plus de glace, puis il y a un petit peu de glace, il n'y a plus de glace. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais, sauf que les Russes sont contents, parce qu'eux, du coup, ils peuvent passer par l'océan glacial arctique. Et j'ai travaillé en Sibérie. Hein. Je connais un petit peu l'histoire, et puis je connais un petit peu la mentalité russe aussi. C'est très... Je pourrais vous raconter plein d'histoires là-dessus. En tout cas, que le monde, c'est sûr. Et en ce sens, ça veut réduire, en effet, pendant un certain temps, en tout cas, nos continents. Alors, le monde, depuis longtemps, hein, on est sûrement aujourd'hui la cause d'une montée un peu plus importante qu'auparavant. Et un peu plus à long terme. Ceci étant dit, moi j'ai travaillé bien sûr en archéologie, j'ai travaillé sur l'époque romaine, les villas romaines ont déjà les pieds dans l'eau, j'ai travaillé sur l'époque néolithique, on vient de découvrir 13, c'est pas rien, 13 lignes de menhirs, donc des alignements, dans le fond de la baie de Quiberon, sous Saint-Pierre-Quiberon. Les menhirs sont tombés, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas vus. Mais il y a des alignements comme ceux de Karnak qui sont sur la Terre. Et Pont-l'Abbé même. Oui, aussi. Donc tout ça, c'est une histoire de remontée qui est très ancienne. Je pourrais vous en dire encore plus. Et alors, mais au-delà de cela, vous savez bien,
Le Soleil est une étoile, on l'a déjà dit, et les étoiles naissent, vivent et meurent. Et les étoiles ont une certaine durée. Il se trouve que le Soleil, étant donné toujours sa masse et son histoire, a 10 milliards d'années d'existence. Or, il a déjà passé 5 milliards d'années, donc il a déjà la moitié de son existence de passé. Donc il lui reste 5 milliards d'années. Donc il faut se dépêcher, parce que le jour où le Soleil implosera, on ne donne pas cher de la Terre, donc il vaut mieux aller s'installer ailleurs. Même à la rigueur, sur d'autres planètes, autour d'autres soleils, plus jeunes forcément, hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et je vais vous raconter une histoire. Quand même, elle est bien, oui. J'ai dit un jour le... J'ai pas fini. Ah pardon, non, mais je reviens. Je sais que vous avez 3 questions, oui. Je reviens à vous, oui. Mais un jour, j'ai dit ça. J'ai dit, dans 5 milliards d'années, le Soleil est perdu, donc la Terre aussi. Et il y a eu quelqu'un qui, dans l'assistance, un jeune homme qui a levé le doigt, et il m'a dit, vous avez dit milliards ou millions? J'ai dit milliards. Ah, ouf. Oui, donc l'homme va-t-il être en expansion d'ici 2000 ans, par exemple? Oui, ben, j'en sais rien. 2000 ans. Bon. Vous me donnez un chiffre, Oui. enfin, pardonnez-moi, mais un peu minable, hein, 2000 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 2000 ans? Bon. Non, quelques millions d'années, c'est quand même plus sérieux, mais... L'expansion, c'est vrai que... Mais les démographes sont embêtants parce qu'ils anticipent mal, mais ce n'est pas de leur faute. Et l'exponentielle, depuis longtemps, ils disent qu'elle est en train de se tasser et qu'on est en train d'aborder un certain palier, j'en sais rien. Et je ne suis pas démographe, mais dans 2000 ans, il n'y aura pas grand-chose de changé. Vous avez le temps de respirer, là. Oui, la seconde question... Bah oui, mais j'en ai 3. La seconde question, et vous parliez de 13 milliards d'années. Le Big Bang a eu lieu il y a 4 milliards 5 à peu près. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Le Big Bang et le début de la perception de l'univers, Oui. c'est 14 milliards. Oui. Bon. Enfin, 13 ou 14, c'est pareil. Comment a-t-on pu chiffrer ces dates? Oui, non, ça, je ne saurais pas vous le dire, de toute manière, parce que c'est pas mon business, c'est ça. J'avoue que je ne saurais pas vous expliquer comment ce monsieur John Mather a fait pour trouver ça. Mais forcément, c'est intéressant, hein, comme manière de calcul. C'est sûrement très compliqué. Mais... Oui, bonsoir Monsieur Coppens. Bonsoir. Aujourd'hui même, j'ai entendu sur une grande chaîne de télévision, vous savez qu'on manque de greffe d'organes. Et là, bientôt, on va faire des essais pour savoir si on peut mettre des organes d'animaux sur les êtres humains. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la manipulation génétique. C'est toutes ces choses modernes font peur parce que l'avenir fait peur, évidemment. Et ces greffes qui sont de mieux en mieux contrôlées, qui quand même sauvent des vies, c'est une chose à prendre en compte. Elles sont pratiquées depuis très longtemps, de manière très, très légère. Je connais des personnes très proches qui ont eu des greffes cardiaques avec des petits morceaux soit de veau, soit de cochon, et ça se passe très bien. Mais quand c'est l'organe complet, bien sûr qu'on est troublé et que sur le plan éthique, ça pose bien des questions. Il y a des comités d'ailleurs qui pensent comme vous, enfin, et comme moi. Il y a des comités d'éthique qui se sont installés depuis longtemps, qui ont été établis, institués, constitués depuis longtemps, pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui nous arrive
Et le premier président du comité d'éthique en France, c'était Jean Bernard. Et j'ai souvent parlé avec Jean Bernard, que j'aimais beaucoup, que je connaissais bien là-dessus. Et c'est très difficile pour eux de conclure. Et actuellement, c'est un garçon très très bien, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Amezen. Et Amezen qui parle sur France Inter le samedi, sur les épaules de Darwin. Amezen est donc, je crois, enfin je ne sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas il l'a été, et président de ce comité d'éthique, il l'est plus. Et lui aussi se pose des questions, parce que c'est difficile de trancher en disant non, 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 on ne fait pas ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une affaire internationale, c'est-à-dire que nous on dit on ne fait pas ça, puis les voisins le font. Donc, on peut aller chez les voisins pour se le faire faire. Il faudrait que ce soit une solution, enfin, des conclusions des décisions mondiales. Mais comme vous le savez bien aussi, c'est difficile pour le moment d'avoir une vue de fédération mondiale, une sorte de direction mondiale de ce genre de choses. Si bien que ce que j'en pense, je pense que c'est sûrement formidable. Je pense comme vous que c'est un peu choquant, un peu troublant. Mais je suis dans le syndrome dont j'ai parlé tout à l'heure. On s'interroge sur les rapports entre l'environnement et les gènes. En quelque sorte, l'épigénétique, donc la revanche de Lamarck. Peut-on imaginer que les effets de l'épigénétique sur les gènes puissent être héréditaires d'une façon ou d'une autre? Ça ne l'est pas, mais... Oui, ça c'est une chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que je suis plus un homme de terrain qu'un homme de laboratoire. Enfin, j'ai fait les deux, bien sûr. Mais sur le terrain, je l'ai dit souvent à mes amis généticiens, sur le terrain, par exemple les 50 tonnes dont je vous parlais tout à l'heure, je vois l'ensemble des bestiaux d'un écosystème bien réagir de la bonne manière au changement climatique, c'est-à-dire s'en tirer, s'en sortir. Alors si la majorité des bêtes comme ça s'en sort, ça veut dire que ce n'est pas vraiment du hasard, c'est qu'il y a autre chose. Et autre chose, alors tout le monde s'imagine que c'est une histoire métaphysique, mais pas du tout, qu'il y a autre chose sur le plan naturel, qu'il y a une autre manière de la nature de s'en sortir. Et l'épigénétique est en train de venir au secours de ça, sans être encore très clair quand même. Enfin, le Collège de France, par exemple, a créé une chaire d'épigénétique parce qu'on sent bien qu'il y a des développements de ce côté-là qui sont importants. Et Amezen lui-même avait parlé de ça et il m'avait dit des choses que je ne saurais pas vous répéter, mais où ça avait l'air, l'épigénétique avait l'air d'agir sur les gènes et finalement de passer dans la génétique, en fait, de faire que les choses devenaient génétiques. Du moment que c'est génétique, tout le monde est content, mais épigénétique, c'est embêtant. Épigénétique, ça arrive dans n'importe quelle vie de n'importe quelle personne, mais la transmission, c'est autre chose. Alors, j'ai d'autres amis qui m'ont dit, généticiens, qui m'ont dit quelque chose qui m'a intéressé, mais ce n'est pas la panacée, puis ce n'est pas l'explication sûrement. Ce n'est pas une explication suffisante, mais quand même. On se transforme de manière aléatoire. Les généticiens y tiennent, c'est aléatoire. Ils m'ont souvent dit, viens mettre ton nez sur notre microscope, tu verras, c'est aléatoire. Donc, une mutation par-ci, une mutation par-là. Et c'est là-dedans que puise l'évolution pour faire sa sélection naturelle. Or, lorsqu'il y a crise, un changement climatique, c'est une crise. Lorsqu'il y a crise, les mutations sont multipliées. Au lieu d'avoir une ou deux, vous en avez 100 ou 200. Et du même coup, c'est extraordinaire quand même. Et du même coup, la nature, enfin la sélection naturelle, qui au lieu d'avoir un choix entre deux solutions, a un choix entre 200 solutions, va évidemment s'en tirer beaucoup mieux. Et ça peut peut-être expliquer. Je trouve que c'est un peu simplet. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas tout à fait convaincu et tout à fait rassuré par ça. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et comme on comprend bien comment marche la sélection naturelle. Et cette sélection naturelle, elle fait que une
solution meilleure pour l'individu, plus viable pour l'individu, répond mieux à cette obsession dont je parlais tout à l'heure de survie et de maintien de l'espèce. Lorsque les gens d'Afrique tropicale qui avaient forcément la peau sombre, la peau, je ne dis pas noire, mais au moins très brune pour filtrer certains rayonnements du soleil dans ces régions-là, sont montés vers le nord. Petit à petit, la peau s'est décolorée. Pourquoi ? Parce que les gens à peau très foncée, dans des régions plus tempérées où l'ensoleillement était moindre, ne pouvaient pas fabriquer la vitamine D, ne pouvaient pas synthétiser la vitamine D de croissance. Et donc la croissance ne se faisant pas, ces gens-là, petit à petit, ont disparu. Donc c'est comme ça qu'il y a un vrai gradient de couleur entre, en gros, l'équateur et le Grand Nord, quoi. Donc on voit bien comment ça se passe sur le plan de la sélection naturelle. Et on voit bien comment ça se passe aussi sur le plan de la spéciation. Alors la spéciation, c'est un peu une autre chose, mais c'est aussi une histoire génétique. Là, on est ensemble dans cette belle librairie Dialogue. Vous êtes venus et merci beaucoup. Imaginez que vous vouliez partir, c'est fini. Les portes sont fermées pour quelques centaines de milliers d'années. Vous voyez, je suis plus générique que vous. 2000 ans, non, mieux que ça. Donc c'est fini. D'après les visages que je vois, il y a d'interfécondité possible. Donc on va faire des petits. Et quand les portes s'ouvriront, vous serez très étonnés de voir que nos arrière-petits-enfants auront des têtes bien différentes de ceux des Brestois qu'on a quittés il y a quelques heures. Et c'est comme ça que c'est fait, par exemple, Néandertal. Néandertal, c'est un Homo erectus qui a été coincé en Europe pour des raisons climatiques. Et petit à petit, comme la somme de ces génomes était un peu différente de la somme des génomes, et pas la somme des génomes, la somme des génomes de la population de base, d'origine, petit à petit, les enfants sont devenus différents, puis de plus en plus différents. Et c'est comme ça que se forment les sous-espèces, puis les espèces, puis les gens, quelquefois les familles, lorsque c'est dans une île et que la séparation est longue. Ça, c'est facile à comprendre. En tout cas, pour vous répondre, oui, moi j'ai grand espoir dans cette épigénétique. J'ai grand espoir de comprendre, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est bien plus compliqué que la génétique, On s'est aperçu que, en plus, le gène était bien plus fluide qu'on l'imaginait, et donc c'est de plus en plus compliqué. Et les histoires des co-dévots en ce moment, développement aussi de la génétique et de génétique des populations, et génétique tout court, ça fait des progrès considérables qui sont compliqués, qui sont difficiles à suivre. Mais il y a beaucoup d'espoir, si vous voulez, pour comprendre ce que moi j'ai vu sur le terrain, Quand vous avez 100 espèces et qu'il y en a 95 qui réussissent, quand même, on a de la peine à penser que c'est du hasard.